Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais terminer ce cours en utilisant les choses qu'on a discutées sur les représentations cartographiques pour poser des questions d'acquisition. C'est-à-dire, on a vu des configurations particulièrement complexes et il faut se poser la question de comment ces structures complexes sont maîtrisées par l'enfant qui apprend la langue. Je voudrais reprendre brièvement la question de but des études cartographiques. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans ce type de projet? Comme on l'a dit, la première dimension a à voir avec la description et l'explication, deux notions qui sont strictement liées l'une à l'autre. Les projets cartographiques sont d'abord des grands projets descriptifs, c'est-à-dire on essaye d'arriver à des descriptions très détaillées des structures fines, des syntagmes et des phrases, et ceci dans une perspective de comparaison des langues. Comme toutes les études descriptives, l'une des idées, c'est aussi de promouvoir l'étude des langues sous-étudiées, n'est-ce pas? Et on a souligné que le problème descriptif, le problème de la description par rapport au langage est un problème énorme, parce que seulement une toute petite fraction des langues parlées dans le monde en ce moment ont été décrites de manière satisfaisante. Donc il y a un immense problème descriptif où la plupart des langues est au mieux sous-étudiée. Parfois, il n'y a aucun élément descriptif utilisable. Et puis, il y a bien sûr aussi la question de la documentation des langues en danger, qui est aussi un thème extrêmement important. On essaye de faire tout ça du point de vue des structures. Il faut prendre un angle, une perspective particulière, et la perspective adoptée ici, et c'est la perspective des configurations structurales. Il faut identifier l'invariance et la variation, la question fondamentale de la syntaxe comparative, de la linguistique comparative, identifier les limites de la variation. Donc il y a toutes ces dimensions descriptives et, comme je le disais, ceci interagit de manière essentielle avec l'effort explicatif, n'est-ce pas? Il faut, en faisant le travail descriptif, on trouve toutes sortes de généralisations empiriques. Et bien sûr, l'une des finalités importantes, c'est d'expliquer ces généralisations en essayant de les ramener déductivement à des principes plausibles de la faculté du langage, ce qui a l'effet, entre autres, d'élargir la base empirique de nos approches théoriques. Comme je l'ai dit plusieurs fois, explication et description vont ensemble. Il ne peut pas y avoir de bonne théorie sans des données très solides, donc sans une description très riche et fiable. Et en même temps, on ne peut pas vraiment aborder la question de la description sans avoir des lignes directrices qui sont fournies par une idée générale du fonctionnement du langage. Donc, il faut des modèles théoriques. Et les deux aspects interagissent constamment et tout le temps. Puis, il y a d'autres buts plus spécifiques. Par exemple, la contribution au programme de syntacticisation de la morphologie. Donc, la tentative de montrer que la morphologie et la syntaxe sont fondamentalement la même chose, en ce que il y a toujours merge qui s'applique. Donc, c'est une opération qui met ensemble deux choses et qui crée une troisième chose. Et à la base, et de la formation d'un syntagme et à la formation de mots complexes. C'est le projet de la nanosyntaxe, un point de vue maintenant très étoffé, très développé en détail par Michel Stark et les personnes qui ont travaillé avec lui, et aussi du programme défini Morphology as Syntax, auquel Kane
travail avec Chris Collins en particulier. L'idée qu'il n'y a pas de séparation nette entre la morphologie et la syntaxe est une idée même assez traditionnelle. J'ai remarqué le fait que chez Chomsky, en Syntactic Structures, il y a la première indication en ce sens à l'intérieur de la grammaire générative avec l'analyse des affixes. Mais on peut remonter beaucoup plus loin. Par exemple, si vous regardez le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, il y a un peu cette idée. Hein. Il y a l'observation que fondamentalement les mots complexes sont des syntagmes. Il le dit même explicitement à un moment donné. Et quand il veut donner dans ses cours et sur la base des notes qui ont été prises par ses élèves, quand Saussure veut donner des exemples de syntagmes, il utilise des expressions comme contre tous, mais aussi magnanimus. Donc un mot complexe en latin, c'est un syntagme, on met ensemble des choses. Donc c'est un programme qui a une longue tradition. Puis il y a d'autres aspects dans le programme. Il s'agit de bien intégrer aussi dans une conception théorique générale des choses comme les positions adverbiales dans la phrase et les positions adjectivales dans la structure nominale. On a beaucoup parlé du rôle des positions adverbiales, par exemple, si on essaye de bien comprendre les différentes positions que le verbe occupe dans la structure de la phrase. Et on peut faire le même type d'argument pour la position du nom dans le syntagme nominal par rapport à différentes spécifications adjectivales. Puis il s'agit, point numéro 5, d'intégrer dans la structure de la phrase certaines articulations liées à l'organisation du discours. Donc on essaye d'établir un pont avec la théorie du discours en essayant de montrer clairement quelle est la base syntaxique de certaines articulations discursives et informationnelles, comme l'articulation topique commentaire, focus présupposition. On a longuement discuté de ces aspects et on va les reprendre aujourd'hui. Et puis, il s'agit, sixième point, c'est un vaste point évidemment, d'interagir avec plusieurs domaines de l'étude du langage comme capacité cognitive. L'acquisition de la première langue, on va en parler aujourd'hui, l'acquisition de langue seconde, l'acquisition des langues étrangères, l'enseignement des langues, comment enseigner efficacement les langues étrangères. Là, il y a tout le travail intéressant qui est fait au Brésil par Achilles Escarineto et son équipe à Campinas, et puis aussi à Florianopolis, São Paulo, etc. On peut utiliser les structures cartographiques pour aborder le vaste thème des pathologies du langage. Est-ce qu'il y a certains nœuds, certaines zones de l'arbre syntaxique qui sont spécialement fragiles, particulièrement fragiles à certaines formes de pathologie, par exemple? Naama Friedman s'occupe de cela à Tel Aviv. Et puis, il y a beaucoup d'applications computationnelles liées à la linguistique computationnelle, par exemple, dans le travail de Cristiano Chesi à Pavie et de Giuseppe Samo à Genève dans l'équipe de Paola Merlo. Donc, il y a beaucoup de choses et nous ne pouvons parler que d'une petite partie de ces directions d'études possibles. Maintenant, en ce qui concerne l'interaction avec l'étude d'acquisition, évidemment, le type de recherche qu'on a essayé de discuter, surtout en relation avec un certain domaine, c'est-à-dire le développement du système du complémentaire, offre ces cartes détaillées qui montrent la complexité des structures. Et donc, tout cela soulève la question de l'acquisition. Comment est-ce que ces configurations complexes sont-elles apprises et maîtrisées par l'enfant dans le développement du langage? Et il y a plusieurs possibilités. Il est concevable que toute cette complexité est accessible à l'enfant dès le début, c'est-à-dire à partir du moment où on arrive à tester ses connaissances de certaines propriétés, ou bien l'acquisition pourrait se faire graduellement, morceau par morceau. Et si c'est comme ça,
sur la base de quelle logique? Donc, est-ce que la géométrie de l'arbre compte est importante? Et on va essayer de dire que oui, elle est très importante. Mais on peut imaginer d'autres logiques possibles qui déterminent l'ordre d'acquisition. Réciproquement, les données de l'acquisition peuvent offrir de nouveaux types de preuves empiriques pour choisir entre des analyses cartographiques alternatives. Et ça, c'est un rôle qui est l'étude de l'acquisition et du développement du langage peut avoir en général par rapport à toute forme d'étude théorique. C'est-à-dire, il se peut qu'en étudiant l'acquisition, on voit des choses qui sont relativement cachées ou moins transparentes si on ne regarde que les systèmes adultes. Donc, cette considération vaut non seulement pour les études cartographiques, mais de manière beaucoup plus générale. Voilà, donc, comme je le disais, je me limiterai à regarder les propriétés de l'acquisition de la périphérie de la phrase. Et donc, voilà le petit système, le petit arbre avec lequel on va travailler. Il y a toutes sortes de complications ultérieures qu'on simplifie ici. En tout cas, le système du complémentaire, selon cette façon de voir les choses, est délimité par deux types de nœuds, le nœud de force, qui le délimite vers le haut, et le nœud de finitude vers le bas. Et dans l'espace qui se crée, il y a toutes sortes de positions qui s'insèrent et qui expriment des propriétés pertinentes pour les aspects de la sémantique de portée discours, comme on l'a défini, donc portée des opérateurs, et propriétés discursives comme les articulations topiques, commentaires, focus, présupposition. Voilà, donc le nœud de force est celui qui définit la force illocutive de la structure, donc déclarative, interrogative, exclamative, etc., impérative au niveau des principales. Et au niveau des subordonnées, elle définit le type de la structure clausale, le type d'information qui doit être accessible à un sélecteur. Par exemple, si c'est une structure subordonnée, il y aura un verbe principal qui déterminera le fait que le complément doit être une déclarative, par exemple, si c'est un verbe comme penser ou dire, une question indirecte, une exclamative, et ainsi de suite. Donc, force définit tout ça. En ce qui concerne la position interrogative, on ne l'utilise pour la discussion d'aujourd'hui que comme le point de la configuration où un petit groupe d'éléments WH, d'éléments interrogatifs, sont situés. Fondamentalement, pourquoi? L'élément pourquoi se trouve dans cette position, comme on va voir tout de suite. Ensuite, il y a la structure topicale qui définit les configurations topiques commentaires, la structure focale qui définit la structure focus-présupposition, et la structure focale, on va l'utiliser surtout comme position d'arrivée pour les éléments WH différents de pourquoi. Donc des éléments comme qui, où, quand, etc. Ces éléments sont bougés de l'intérieur de la phrase et ont comme position cible cette position. Donc on parle de focus/Q pour désigner le fait que c'est la position utilisée pour le focus et pour les éléments WH distincts de pourquoi. La position mode, c'est juste un terme pour indiquer la position qui est utilisée par les adverbes qui sont antéposés vers la périphérie. On peut antéposer un adverbe, par exemple dire rapidement « Jean résolu le problème ». Donc cet adverbe « rapidement » qui se trouve en début de phrase n'est pas un vrai focus ni un vrai topique. Et on peut montrer qu'il y a une position dédiée, spécialisée pour des éléments de nature adverbiale, pour des ajouts qui sont mis en relief. Puis la position de finitude qui termine cet espace vers le bas, c'est la position, comme on l'a vu, qui est utilisée par certains complémentaires comme les
complémentaire prépositionnel dans les langues romanes. J'ai décidé de partir, de occupe cette position basse dans le système du complémentaire. Voilà donc le système avec lequel on va travailler aujourd'hui, et on va utiliser bien sûr ces fameuses articulations liées à la structuration du discours comme topique-commentaire. Hein. La configuration topique-commentaire est typiquement exprimée dans les langues romanes par la construction appelée dislocation à gauche clitique, illustrée par des exemples comme 1. Donc ton livre, je vais le lire la semaine prochaine, ton livre, c'est le topique, c'est un référent saillant dans le contexte discursif que je choisis. Et à propos de cela, à propos de cet élément, je vais faire un commentaire qui est la phrase qui suit. Il y a des propriétés interprétatives et sur le topique et sur le commentaire sur lequel je voudrais revenir. Puis, focalisation qui peut être faite in situ, ou en tout cas dans la partie basse de la structure, mais qui peut aussi être faite dans certaines langues en utilisant le mouvement vers la périphérie initiale de la phrase. Par exemple, dans une langue comme l'italien, dans d'autres langues romanes aussi, l'espagnol, etc., on peut focaliser un élément en le déplaçant en position initiale, tout simplement, et en associant une intonation très marquée à l'élément en question. Donc, on peut avoir des formes de focus correctif, par exemple, comme il tuo libro, leggerò la settimana prossima, non quello di Gianni, pas celui de Jean. Ce type de focalisation n'est pas vraiment normalement accepté dans une langue comme le français, qui utiliserait plutôt la clivée pour ce genre de structure. Donc c'est ton livre que je vais lire la semaine prochaine, pas celui de Jean. Mais je vais utiliser surtout des structures focales minimales, comme celles possibles en italien, où il n'y a pas d'autres éléments, il n'y a pas de copule, il n'y a pas d'explétif, il n'y a pas d'éléments que, comme dans les structures françaises, comme dans les structures clivées. C'est vraiment tout simplement l'antéposition d'un élément avec un contour intonatif spécial. Et ce type de structure peut être utilisé, par exemple, dans un contexte correctif. Quelqu'un dit tu liras la semaine prochaine le livre de Jean. Moi, je peux le corriger en disant non, non, il tuo libro leggerò la settimana prossima. Donc, ton livre, je lirai la semaine prochaine, etc. Ça, c'est un typique contexte de focus correctif où ce genre de configuration peut être utilisé. Donc, on va utiliser ces structures dont on a déjà parlé. Et maintenant, on peut essayer d'établir cartographiquement toute une série de propriétés d'ordre. Première propriété d'ordre, le marqueur de force déclarative, donc un élément comme que en français, que en italien, that en anglais, etc., est plus haut que la position topicale. Donc typiquement, l'ordre est marqueur de force suivi du topique. Par exemple, Marie dit que ton livre, elle le lira la semaine prochaine. Vous avez cet ordre qu'on retrouve systématiquement à travers les langues. En italien, c'est la même chose. En anglais, c'est la même chose. En hébreu, on va utiliser un peu ces structures par la suite. Même chose. Chez, qui correspond à que, qui précède le topique. Et puis, on trouve des langues plus éloignées des langues européennes, comme certaines langues africaines qu'on a discutées. On retrouve la même chose. Donc, l'élément qui correspond à que, do, angumbe par exemple, qui précède la position topicale, qui, elle, est marquée dans cette langue, comme on l'a signalé plusieurs fois, par un marqueur spécial qui manifeste morphologiquement cette fameuse tête topicale. Donc on a cet ordre. Pourquoi a-t-on cet ordre? Typiquement, les verbes sélecteurs plus hauts, un verbe principal, typiquement sélectionnent sur la base des propriétés de la force, donc du type de la phrase. Donc un sélecteur haut, un verbe,
veut savoir si la phrase subordonnée est une phrase déclarative ou interrogative ou exclamative, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection pour la présence d'un topique, c'est-à-dire il n'y a pas de verbe principal qui sélectionnerait une structure qui a un topique. Ça, c'est une propriété qui est décidée de manière indépendante de la sélection. Donc, la tête la plus haute de la structure phrasale est celle qui fournit les propriétés qui sont pertinentes pour les processus sélectifs. Deuxième propriété à discuter, quand un topique et un focus peuvent se manifester ensemble dans la périphérie de la phrase, l'ordre est typiquement topique plus haut, focus plus bas. Donc topique précède focus. Ceci, on le voit très directement dans les langues qui ont une manifestation morphologique des têtes topicales et focales. Par exemple, encore le Gungbe, une langue, la langue Kwa, qu'on a mentionné plusieurs fois, analysée par Enoch Abo, parlé au Bénin et dans d'autres pays, mais en particulier au Bénin, où on voit très bien que le marqueur et l'élément marqué comme topique précèdent systématiquement l'ordre, l'élément marqué comme focus. Si vous aviez l'ordre contraire, vous obtiendrez une structure grammaticale non acceptable. Même chose dans une langue bantoue, comme le Basa, analysé par Paul Bassong, parlé au Cameroun, où vous voyez que là, les marqueurs de topique, de focus sont un peu plus complexes parce que sont bimorphémiques, en effet. Il y a un marqueur d'accord avec la classe nominale de l'élément qui est topique ou focus, et puis il y a un marqueur dédié pour indiquer si c'est un topique ou c'est un focus. Mais l'ordre est le même, c'est-à-dire topique plus haut que focus. Puis, en regardant beaucoup d'autres langues, on retrouve le même ordre, même dans des langues très très différentes historiquement, typologiquement, comme le maori, une langue austronésienne parlée en Nouvelle-Zélande. Vous avez la même chose. Ici, les marqueurs précèdent l'élément, ne le suivent pas, comme dans le cas des langues africaines qu'on a discuté, mais c'est toujours marqueur de topique, marqueur de focus, avec les éléments qui le suivent, interprétés respectivement comme topique et focus, respectivement. Et c'est le seul ordre possible, là aussi. Même histoire dans certaines langues créoles, le créole jamaïcain, qui a aussi des marqueurs différents, marqueur de topique post-nominal, marqueur de focus prénominal, mais l'ordre, c'est toujours le même. Donc on retrouve ce genre de choses, même dans des langues où l'ordre est moins clair, il y a certaines constructions qui montrent que l'ordre non marqué est topique focus. Par exemple, en italien, où il y a toutes sortes de variations possibles, néanmoins, dans certaines configurations, comme quand il y a une question WH, où l'élément WH est en position focale, et un topique, l'ordre est toujours topique focus. Donc, il tuo libro, a chi lo hai dato, ton livre, à qui l'as-tu donné. Ça, c'est l'ordre naturel. On peut avoir aussi d'autres ordres, mais en utilisant des structures qui sont marquées du point de vue de l'intonation, du point de vue aussi des situations discursives dans lesquelles on peut les utiliser. Il n'y a aucun doute que l'ordre non marqué est celui-là, même chose en français, à vrai dire. Ton livre, à qui l'as-tu donné? C'est l'ordre naturel pour ce type de configuration. On retrouve cet ordre dans différentes langues de manière très systématique. Quoiqu'il y a certaines variations, il y a certaines exceptions, mais c'est clair que ça, c'est l'ordre non marqué de ces éléments. Pourquoi a-t-on cet ordre de manière stable à travers les langues? Une manière possible d'aborder ce problème, c'est d'essayer de mieux comprendre les propriétés interprétatives, les propriétés d'interface de la configuration topique commentaire, n'est-ce pas? Comme on l'a dit en discutant ce type d'approche, on a fait l'hypothèse que la tête topicale déclenche certaines propriétés interprétatives du topique et du commentaire respectivement, le
spécificateur de la tête topicale est interprété comme topique, c'est-à-dire une entité saillante dans le contexte discursif, peut-être qui doit être delinked, discourse linked, ou connecté au discours au sens de David Pézetsky, ce qui empêche par exemple l'utilisation de cette configuration dans des situations comme réponse à des questions de type qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement, où toute l'information est nouvelle. On ne peut pas vraiment utiliser une structure topicale dans ce genre de configuration de manière naturelle. Puis le commentaire, eh bien, le complément de la tête focale est un commentaire, une structure de type clausal qui exprime un commentaire à propos du topique. Ça, c'est la propriété appelée aboutness en anglais, donc être à propos du topique. On peut ajouter ici la condition que peut-être le commentaire doit contenir un focus, doit contenir de l'information nouvelle. Cette condition est très naturelle, n'est-ce pas? Une théorie rationnelle de l'organisation discursive voudrait qu'un commentaire ne soit pas simplement redondant par rapport au contexte discursif, mais rajoute quelque chose de nouveau. Donc, c'est une contrainte. Le commentaire doit contenir un focus. Pour nous, le focus est intimement lié à la nouvelle information qui paraît naturelle. Or, si on fait ce genre d'hypothèse, on dérive tout de suite l'ordre topique focus. Pourquoi? Parce que si on avait l'ordre contraire, donc focus plus haut que topique, le commentaire qui est indiqué en vert ici ne contiendrait pas de focus, qui serait spécifié seulement à l'extérieur. Et donc la condition 1 serait violée. Et sur la base de l'unicité du focus pour chaque phrase, on ne pourrait pas avoir un focus dans cette partie de la structure. Par contre, l'ordre contraire, topique plus haut que focus, détermine immédiatement une structure bien formée, parce que le commentaire, toujours indiqué en vert par ces parenthèses, contient évidemment un focus dans cette configuration, et donc la condition 1 est satisfaite. Donc une condition plausible d'interface permet de dériver directement l'ordre topique focus. Il y a d'autres manières d'obtenir ce résultat. Par exemple, le linguiste allemand Klaus Habels a proposé que la théorie de la localité rend compte de ça, c'est-à-dire il formule un principe de localité, une version de la minimalité relativisée, de telle manière que le mouvement d'un topique à travers un focus ne viole pas la contrainte, tandis que le mouvement d'un focus qui traverserait un topique viole la contrainte. Je ne veux pas entrer dans le détail de cette idée qui a une certaine plausibilité, et je me limiterai à mentionner ici la possibilité d'une approche d'interface comme celle que j'ai décrite. Troisième propriété, donc première propriété, ordre force topique, puis topique focus. Troisième propriété dont il faut brièvement parler, c'est que les pronoms WH ou pronoms Q, les pronoms de question en tout cas, sont compatibles avec un topique dans beaucoup de langues, on a déjà vu quelques exemples, mais ne sont pas compatibles avec un focus. Donc, par exemple, en italien, vous avez l'ordre topique élément WH, a Gianni che cosa gli avete detto, à Jean qu'est-ce que vous lui avez dit, par exemple, ça c'est tout à fait possible, mais on ne peut pas avoir en même temps un élément WH et un focus. Donc, che cosa a Gianni avete detto? Pas possible, avec un focus sur cet élément, ou quel que soit l'ordre, ou bien l'ordre WH focus ou focus WH, ce n'est pas bien formé. Tout cela suggère simplement que les éléments WH ciblent la position focale. Donc, si la position focale est déjà remplie par un autre élément focal, il n'y aura pas la possibilité d'avoir un mouvement WH. C'est l'incompatibilité, l'impénétrabilité
pour ainsi dire, des objets linguistiques. Et donc la co-occurrence ne sera pas possible, tandis qu'un topique pourra bien sûr être compatible avec un élément WH qui occupe la position focus. Donc on aura, par exemple, à Gianni, che cosa gli avete detto, à Jean, qu'est-ce que vous lui avez dit. On aura la position topicale remplie par notre topique, suivie de la position focale remplie par l'élément WH. Donc j'indique ici position focale / Q pour indiquer que c'est la position qui est ciblée par le mouvement WH, par le mouvement des éléments interrogatifs dans les structures interrogatives normales, pour ainsi dire. Quatrième propriété, les pronoms relatifs et les pronoms interrogatifs sont soumis au mouvement vers la périphérie gauche. Donc, on a des relatives comme un homme à qui il devrait donner le prix Nobel, donc à qui sera déplacé de la position datif, disons d'objet indirect à l'intérieur de la phrase relative à la périphérie de la phrase relative. Donc un homme à qui il devrait donner le prix Nobel l'année prochaine, c'est Jean par exemple. Et même chose pour les pronoms interrogatifs. Donc je ne sais pas à qui il devrait donner le prix Nobel l'année prochaine. Donc mouvement vers la gauche dans les deux cas, mais si on regarde les choses avec l'agrandissement qui est propre des structures cartographiques, on voit que la position qui est ciblée n'est pas tout à fait la même. C'est toujours dans le système du complémentaire, mais c'est deux positions distinctes pour les éléments relatifs et les éléments interrogatifs. Et ceci peut être montré par un simple argument de transitivité dont on a discuté il y a quelques semaines. C'est-à-dire, si on prend de nouveau une langue comme l'italien, on a que le pronom relatif typiquement précède un topique. Donc on peut avoir des structures relatives comme un uomo a cui il premio Nobel, topique, donc pronom relatif suivi du topique, lo dovrebbero dare. Donc ça c'est une structure possible. Donc pronom relatif qui précède le topique, mais pronom interrogatif qui suit le topique. Donc non so proprio, je ne sais pas, il premio Nobel, le prix Nobel, à qui lo vogliano dare. Ça c'est l'ordre naturel. Donc même si on n'a aucune structure qui soit en même temps relative et interrogative, ce type de considération, de transitivité, montre que deux éléments qui, respectivement, l'un précède et l'autre suit un élément constant, comme la position topicale, ce genre de situation nous amène à la conclusion que la position utilisée par les éléments ici relatifs et interrogatifs n'est pas la même, parce qu'ils sont de deux côtés de quelque chose qui occupe vraisemblablement une position constante, la position topicale. Ça, c'est un argument de transitivité du type qui est normalement utilisé, et on l'a brièvement discuté il y a quelques semaines. Voilà, pourquoi y a-t-il cette différence? Vraisemblablement, le pronom relatif doit occuper une position haute parce que le pronom relatif doit être adjacent à la tête de la relative. Un homme à qui, blablabla. Okay? Donc on veut une adjacence entre la tête de la relative qui se trouve par ici et le pronom relatif. Donc le pronom relatif doit monter jusqu'à la position plus haute de la périphérie gauche. Tandis que le pronom interrogatif peut atterrir, disons, peut arriver à la position focale qui se trouve à l'intérieur de toute la configuration, ce qui fait la différence qu'on vient d'illustrer. Cinquième propriété, si des éléments WH comme qui, où, quand, etc. Occupent la position focale et sont déplacés en position focale, un élément comme pourquoi, ou perché en italien, ou why en anglais, vraisemblablement occupe, de manière très claire, en tout cas dans certaines langues, une position autonome et plus haute. Et c'est la position qu'on appelait interrogative. Ceci peut être montré par le fait, par exemple, qu'un élément comme pourquoi, comme perché en italien,
peut être en concurrence avec une position focale plus basse, tandis que les autres éléments WH, comme on a dit, entrent en compétition avec un focus. Donc on peut avoir des structures comme un perché a Gianni avete detto questo, non a Piero. On peut voir ce type de structure en français aussi en utilisant la clivée, qui est une manière naturelle de focaliser une position initiale. Donc pourquoi c'est à Jean que vous avez dit cela et non pas à Piero? Ça c'est tout à fait possible et ça suggère que perché, pourquoi, etc., occupe une position plus haute que la position focale. Tandis que les autres éléments, comme j'ai dit, sont en compétition avec le focus. Un élément comme perché peut aussi être plus haut que le topique, n'est-ce pas? Si on pense à ce type de structure, perché a Gianni gli avete detto questo, donc vous avez pourquoi, vous avez un topique, pourquoi à Jean vous lui avez dit cela, c'est tout à fait possible, tandis que d'autres éléments WH, comme quoi, que cosa, que fondamentalement, doivent occuper une position plus basse. OK, passons quelques instants à discuter d'autres propriétés spécifiques de pourquoi par rapport aux autres éléments interrogatifs. Si on regarde de près, on trouve dans beaucoup de langues des propriétés qui peuvent varier considérablement d'une langue à l'autre, qui suggèrent que pourquoi est en effet un élément spécial qui a ses propres propriétés distributionnelles distinctes des autres éléments. Il y a une vingtaine d'années, on a discuté ces propriétés pour l'italien. On a observé que, tandis que les éléments WH normaux, donc des éléments comme qui, ou comment, déclenchent l'inversion. Donc vous ne pouvez pas avoir des structures interrogatives principales avec l'ordre élément WH, sujet, verbe. Donc quelque chose comme qui Gianni vede, pas possible, qui Gianni voit, dove Gianni va, come Gianni parle, comment Jean parle. Ces structures ne sont pas naturelles du tout en italien. Il faut faire une inversion. Donc il faut antéposer l'élément verbal. Chi vede Gianni, dove va Gianni, come parla Gianni. Par contre, pourquoi, perché est parfaitement compatible avec une structure sans inversion. Donc, perché Gianni parte, tout à fait possible, exactement comme perché parte Gianni aussi possible. Mais donc, il y a un comportement différent. Donc, la conclusion à laquelle on est arrivé est que les autres éléments WH qui se déplacent à la position de spécificateur du focus activent cette position focale qui déclenche l'inversion systématiquement. Tandis que pourquoi, qui se trouve dans cette position plus haute, lui, il est dans une configuration différente qui ne déclenche pas l'inversion. Si on regarde l'anglais, en anglais adulte, il est difficile de trouver des propriétés fines de why qui le rendraient différent des autres éléments WH. Peut-être ça existe, mais c'est marginal, difficile, c'est des jugements difficiles. Mais si on regarde l'acquisition de l'anglais, il paraît tout à fait clair que l'enfant qui apprend l'anglais passe par une phase italienne, pour ainsi dire, c'est-à-dire une phase où pourquoi, why, se comporte différemment des autres éléments WH. Ça, c'est quelque chose qui a été observé par Rose Thornton, une spécialiste d'acquisition du langage, qui, dans ce papier, Why Continuity, a observé que vers l'âge de 3 ans, les enfants ont maîtrisé le fait que l'inversion est obligatoire avec d'autres éléments WH. Donc, who was it that, etc., etc. How did Tweety get, etc. When will we be big enough, etc. Donc, inversion avec ces éléments, who, how, when, what aussi se comporte de la même manière. Mais avec why, on trouve vers l'âge de 3 ans encore beaucoup d'exemples sans inversion. Donc, why you are going in that one, par exemple. C'est la structure qui est typiquement produite. Et on peut montrer, en faisant référence à un vieux
travail de Labov et Labov, hein, donc William Labov, le fameux sociolinguiste, qui avait étudié ici l'acquisition du langage d'un enfant avec sa femme, ce que Labov et Labov avaient observé dans une étude longitudinale où l'enfant est enregistré chaque mois, disons en gros, il avait observé que si l'enfant détermine l'obligatorité de l'inversion avec des éléments de WH comme what, where, how, relativement tôt, hein, vous voyez ici, on a le 75 cas d'inversion, 80 ou 90 cas d'inversion sur la base de tous les cas qui concernent ces éléments. Donc à ce point, il est clair que l'enfant déjà préfère nettement l'inversion. Avec Y, on voit qu'il y a beaucoup moins d'inversion. Et c'est seulement beaucoup de mois plus tard, 7 mois, 8 mois plus tard, que l'enfant commence à avoir des inversions systématiques aussi avec pourquoi. Et donc, pendant plusieurs mois, l'enfant assigne un statut spécial à Y dans l'acquisition de l'anglais, fondamentalement le même statut qu'on a vu en italien, une structure qui ne déclenche pas d'inversion obligatoire, contrairement aux autres éléments WH. Pourquoi on a toutes ces spécificités? Probablement ce qui se passe est qu'un élément comme pourquoi naît directement dans cette position haute, donc il n'est pas déplacé de l'intérieur de la structure phrasale. S'il naît directement dans cette position, on s'attend à ce qu'il soit compatible avec une position focale plus basse sans créer aucun problème. Par contre, les autres éléments WH qui sont, disons, externally merged, donc qui sont assemblés, sont soumis à l'assemblage externe à l'intérieur du IP, doivent ensuite se déplacer vers la périphérie. Donc ils sont en compétition avec un élément focal dans cette position, s'il y a déjà un élément focal, et ils ne peuvent pas bouger au-delà de cet élément focal encore pour un effet de localité. On peut penser à une définition de la minimalité relativisée qui aurait ce type de conséquences, des éléments caractérisés comme ayant focus et les éléments WH ayant des propriétés en commun qui déterminent de tels effets de localité. Donc regardez ce qui se passe en français. Par exemple, un élément WH ne peut pas facilement traverser un focus, par exemple, dans une structure clivée. À qui c'est Jean qui a dit cela? C'est étrange comme structure. Ou c'est Jean qui a dit cela, quand c'est Jean qui a dit cela. Il y a quelque chose d'étrange dans cette structure, mais pourquoi c'est Jean qui a dit cela? Ça, c'est parfaitement acceptable, n'est-ce pas? Et ça, c'est lié au fait que pourquoi peut naître, pour ainsi dire, c'est-à-dire peut être assemblé de manière externe directement dans cette position, donc sans violer aucune contrainte, ce qui serait le cas s'il était bougé d'une position plus basse. Donc pourquoi à une nature fondamentalement différente par rapport à d'autres éléments interrogatifs. Puis, allons rapidement sur ce point. On peut distinguer entre position topicale et position d'antéposition d'adverbe. Donc, si on part, par exemple en anglais, d'une ligne de base comme John will sell his house next year, où vous avez un complément d'objet direct et un élément adverbial, un ajout, comme next year, les deux peuvent être antéposés. Donc, on peut avoir next year, John will sell his house, John will sell next year, avec topicalisation. Mais on peut montrer qu'il y a une différence entre ces deux types de structures. Ils ne ciblent pas la même position. Par exemple, un phénomène qui a été discuté par John Bresnan il y a longtemps est que si vous considérez l'effet connu comme that trace effect, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas sortir un sujet en traversant un complémentaire comme that. Donc, here's the man who I think that will sell
his house next year. Ça, c'est un effet complémentaire trace. C'est une structure qui n'est pas naturelle pour beaucoup de locuteurs de l'anglais. Si un adverbe est antéposé, il y a une amélioration de cet effet. Donc la structure devient plus acceptable. Here is the man who I think that next year will sell his house. L'antéposition de l'adverbe améliore la structure. Ça, c'est l'observation de John Bresnan, tandis qu'une topicalisation subordonnée n'a pas un effet amélioratif comparable dans les jugements qui étaient donnés dans cette littérature. Here is the man who I think that his house will sell next year. Pas de véritable effet d'amélioration dans cette littérature qui a été développée par Peter Kalikover, Maggie Browning, etc., etc. Donc, sans entrer dans les détails de l'analyse, ici, on peut dire que si la position ciblée par l'antéposition d'adverbe est suffisamment basse dans la structure périphérique, elle peut affecter l'acceptabilité d'une trace en position sujet, tandis qu'une position topique serait trop haute dans cette configuration pour avoir un effet quelconque sur la trace en position sujet. Donc on peut essayer de traiter les effets observés par Bresnan en utilisant des représentations de ce type. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais me limiter à cela. Bien, donc on a étudié l'acquisition de toutes ces propriétés et initialement, on a regardé, en collaboration avec Naama Friedman, l'acquisition de ces propriétés en hébreu moderne, où on trouve les mêmes propriétés qu'on a décrites, le marqueur de force chez est plus haut que le topique. Par exemple, un élément comme qui est plus bas que le topique, mais un élément comme pourquoi est plus haut que le topique. Donc, c'est le même type d'argument de transitivité qu'on a pu donner pour des langues comme l'italien, etc. Donc, là, vous avez, Yoni a déjà présenté l'article sur l'acquisition et l'article sur l'aphasie qui veulent présenter, donc topique suivi de qui, tandis que pourquoi, lama, peut précéder le topique. Donc, vous avez très bien présenté l'article sur l'acquisition et pourquoi l'article sur l'aphasie, vous ne voulez pas le présenter. Donc, vous avez cet ordre pourquoi topique qui montre que pourquoi, dans cette langue aussi, occupe une position plus haute. Sur la base de beaucoup de considérations de ce type, on est arrivé à un arbre qui correspond exactement à celui qu'on avait indiqué avant, avec une structure délimitée par le marqueur de force et le marqueur de finitude. Ici, la structure du IP qui commence, qui peut être bien sûr aussi complexe que le IP de Cinque, n'est-ce pas? Donc beaucoup plus complexe que ce qui est indiqué ici. Mais si on n'a regardé que l'acquisition de la périphérie gauche, si on s'est basé aussi sur les travaux de Ur-Shlonsky pour cette carte, avec notre position int qui contient pourquoi, position topicale, notre position focale, ici on ne regarde que les questions de WH, donc je l'ai appelé directement QP, mais c'est là la position focale, la position pour l'antéposition des adverbes, puis la position de finitude qui est suivie de la structure de la phrase. Voilà, donc comment ces structures sont acquises par l'enfant? On a formulé dans ce papier avec Adriana Belletti et Naama Friedman l'hypothèse appelée de croissance des arbres, ou growing trees. Et l'idée est extrêmement simple, et simplement que les arbres sont acquis de manière ascendante ou bottom-up, c'est-à-dire d'abord l'enfant arrive à maîtriser les zones basses de l'arbre, la zone dans cet arbre abstrait constitué de 3 zones A, B et C, l'une superposée aux autres. Les enfants commencent par l'acquisition de la zone la plus basse, puis il y a une zone un peu plus haute qui est maîtrisée, et puis tout l'arbre est enfin maîtrisé. Donc comment montrer que c'est effectivement ce qui se passe dans l'acquisition? On peut regarder ce que les enfants font. Par exemple, si on regarde la production,
en faisant des enregistrements, donc enregistrer les productions enfantines, et on s'attend à trouver un groupe d'enfants qui ne produira que des structures qui correspondent à l'arbre le plus bas, A, puis un autre groupe d'enfants qui produira des structures un peu plus complexes avec A et B, puis un autre groupe d'enfants qui a déjà l'arbre adulte, mais on ne s'attend pas d'avoir les situations indiquées ici en bas, où les petits éléments en rouge sont des parties absentes de l'arbre. Donc on ne s'attend pas à avoir un groupe d'enfants qui aura maîtrisé B, mais non pas A, par exemple. Ou un groupe d'enfants qui aura maîtrisé C, mais non pas B, non pas A, n'est-ce pas? Ou qui aura maîtrisé C et B, mais non pas A. Et puis, on ne s'attend pas à trouver des trous à l'intérieur. Donc, on ne s'attend pas à avoir un groupe d'enfants qui aura maîtrisé C et A, mais non pas la zone qui met en connexion A et C, c'est-à-dire la zone B. Okay? Donc, on s'attend à ce que ces situations 4, 5, 6 et 7 ne soient pas attestées dans l'étude de la production. Ce qu'on a utilisé, c'est ce manière de représentation des échelles de Gartman qui avaient été proposées il y a très très longtemps dans un contexte tout à fait différent, mais qui sont des mécanismes très utiles pour montrer quand il y a une dépendance entre certaines propriétés dans l'acquisition ou même dans la cognition adulte. Hein. Donc, on obtient ce type de représentation où chaque ligne représente un enfant. Hein. Donc, imaginez que chaque ligne représente un enfant. Et supposons qu'on étudie, par exemple, les propriétés A et B. Si A et B sont en relation implicationnelle, en ce que B implique A, on peut construire une échelle de Gartman de ce type. S'il n'y a pas de relation implicationnelle, on n'arrive pas à construire une telle échelle. Vous voyez, ici, en effet, dans cet exemple abstrait, on a trois propriétés, A, B et C. Et vous voyez que, je vous rappelle, chaque ligne correspond à un enfant. Il y a des enfants qui n'ont aucune des propriétés, donc il y a des zéros partout. Il y a des enfants qui n'ont que la propriété A. Il y a des enfants qui ont la propriété A et la propriété B, et non pas la propriété C, donc tout ce groupe-là. Et puis, il y a des enfants qui ont les trois propriétés. Mais, vous voyez, vous n'avez pas de groupe d'enfants qui auraient la propriété C et non pas les propriétés A et B, hein, ou la propriété B et non pas la propriété A, par exemple. Okay? Donc, dès qu'on arrive à construire une représentation de ce type, cette échelle de Gartman, on montre qu'il y a une propriété implicationnelle entre les propriétés. Un exemple concret, banal, un enfant un groupe d'enfants peut être capable de compter jusqu'à 10, supposons, ou jusqu'à 20, ou jusqu'à 100, par exemple. Okay? Mais les enfants qui arrivent à compter jusqu'à 100, évidemment, arrivent à compter jusqu'à 20 et jusqu'à 10. Mais il y a des enfants qui comptent jusqu'à 10 et qui ne peuvent pas compter jusqu'à 20, par exemple. Ils n'ont pas encore mémorisé des étiquettes, par exemple. Et donc ici, il y a trois propriétés qui sont, de manière très banale et explicite, dans une relation implicationnelle. Ça, c'est juste pour donner un exemple. Évidemment, on peut mettre ensemble des propriétés qui sont reliées de manière beaucoup moins évidente si on regarde d'autres cas. Voilà, donc comment les propriétés de la périphérie gauche sont-elles acquises? Est-ce que toute la périphérie accessible au stade le plus précoce qui soit accessible à être testée? Hein, on pourrait imaginer cette situation, ou non. Sinon, est-ce que toute la périphérie est acquise en bloc? Donc il y a une phase où il n'y a pas de périphérie, et une phase où on a toute la périphérie. Ou bien elle est acquise étape par étape, et suivant quelle logique, en respectant quel ordre. Évidemment, l'idée de la croissance des arbres fait une hypothèse précise de ce point de vue.
Regardons quelques données dans l'acquisition de l'hébreu. Production, on peut étudier la production spontanée, par exemple, en prenant un groupe d'enfants. Par exemple, ici, il y a une bonne cinquantaine d'enfants qui sont enregistrés en enregistrement long, et puis on regarde quelles sont les propriétés de ces enregistrements à partir de l'âge d'1 an et demi jusqu'à l'âge de 6 ans, par exemple. Ou bien on peut faire des études longitudinales. On peut faire des enregistrements à distance de 2 semaines ou d'1 mois, par exemple, sur le même enfant, pour voir comment les choses progressent. On peut utiliser des tests de répétition, par exemple, et encore d'autres tests. Voilà les structures que nous avons analysées dans cette étude de corpus. Ici sont les structures analysées, mais on commence les structures plus basses, donc c'est mieux de les voir directement en relation avec l'arbre. Donc on a commencé à vérifier la présence dans les productions de certaines structures qui exigent la partie la plus basse de l'arbre. Fondamentalement, des structures de type sujet-prédicat. Donc, est-ce que l'ordre sujet-prédicat est systématiquement présent chez les enfants testés, avec différentes classes verbales, avec le verbe inaccusatif, avec le verbe anergatif, avec le verbe transitif, on teste ces propriétés. Puis, on a testé des propriétés qui sont réalisées dans la zone intermédiaire de l'arbre, c'est-à-dire la cible du mouvement interrogatif, du mouvement WH. Donc, mouvement WH avec des arguments, qui, que, etc., et avec des ajouts, où, comment, quand, etc. Mais pas pourquoi. On sait que pourquoi occupe une position plus haute. Et puis, les structures d'antéposition adverbiale, si l'antéposition adverbiale est effectivement quelque chose qui se manifeste dans cette portion de l'arbre. Et puis, on a testé ici aussi les questions oui-non. Je vais revenir sur les questions oui-non dans 5 minutes. Puis, on a testé une série de propriétés qui concernent la partie haute de l'arbre, la position topicale, qu'on sait être dans la partie haute de la périphérie, la position réalisée par pourquoi, qu'on sait être ici sur la base de ce qu'on a vu à propos de la grammaire adulte, la position relative qu'on sait être ici pour l'adjacence avec la tête de la relative, et les propriétés des phrases subordonnées qui, étant typiquement sélectionnées, déclaratives subordonnées, qui étant typiquement sélectionnées par un verbe principal, doivent nécessairement projeter jusqu'à la position de force, qui est la position qui exprime le type de la proposition. Donc il s'agit d'une déclarative, d'une question, d'une exclamative, et ainsi de suite. Donc on a testé cet ensemble de propriétés. Si on met ensemble ces propriétés sur la base de l'âge simplement, donc on commence avec l'enfant le plus jeune, puis celui qui est un peu plus âgé, etc., jusqu'aux enfants plus âgés, on ne voit pas grand-chose, n'est-ce pas? Ici, je vous rappelle, chaque ligne représente ce qu'un enfant produit. Ici, on voit simplement que les enfants plus jeunes produisent moins de structures que les enfants plus grands, ce qui n'est pas étonnant, évidemment. Il y a plus de bleu, d'espace bleu, donc structure présente, que d'espace blanc ou zéro, c'est-à-dire absence de la structure. Mais ça ne nous montre pas grand-chose. Par contre, si nous faisons abstraction de l'âge, nous arrivons à construire une échelle de Gatman avec ses propriétés qui montrent qu'il y a clairement des relations implicationnelles entre les structures qu'on a prises en examen. Ici, on voit clairement qu'on peut séparer, je vous rappelle, chaque enfant correspond à une ligne, on peut séparer 3 ou même 4 groupes d'enfants, ça s'est rendu plus clair dans ce schéma,
Donc, pour ainsi dire, il y a un groupe zéro, ou des enfants qui n'ont même pas la structure sujet-prédicat, hein, donc qui n'ont aucune des structures qui impliqueraient la périphérie gauche ou même la configuration sujet-prédicat. Puis il y a des enfants qui ont la structure sujet-prédicat avec différents types de verbes, mais qui n'ont aucune manifestation de la périphérie gauche, ni la partie basse, ni la partie haute de la périphérie de la phrase. Puis il y a un deuxième, ou troisième si vous voulez, deuxième, disons, groupe d'enfants qui a la structure sujet-prédicat, hein, ici, et qui a les questions WH, qui a l'antéposition de l'adverbe, qui a les questions oui-non, donc tout cela, mais qui n'a aucune des propriétés de la partie haute de la périphérie. Donc pas de relative, pas de question avec pourquoi, pas de structure topique, pas de structure déclarative subordonnée. Et puis il y a un troisième groupe qui contient des enfants qui ont la structure sujet-prédicat, la structure basse de la périphérie gauche, avec les questions, antépositions d'adverbes, etc., et aussi la partie haute, donc avec des relatives, avec des questions pourquoi, avec des phrases subordonnées, donc avec tout cet ensemble de configurations. Donc on voit clairement une organisation implicationnelle se manifester si on fait abstraction des âges, hein, parce que par exemple, ici vous avez que le dernier enfant de ce groupe est à l'âge de 26 mois et le premier enfant de ce groupe est à l'âge de 18 mois. Donc on fait abstraction de l'âge dans cette organisation. Ceci est dû simplement au fait que les enfants passent à travers les mêmes étapes, mais avec une vitesse qui peut être très différente. Donc certains enfants vont très vite, d'autres enfants vont plus lentement. C'est pour cela qu'il faut faire abstraction de l'âge. Quoique l'âge, c'est un prédicteur, de manière grossière, bien sûr, des étapes de l'acquisition, mais pas de manière précise, pour cette raison de différentes vitesses de différents enfants. Donc, en unifiant les différentes propriétés de la structure du IP, donc sujet-prédicat, de la structure basse du complémentaire, la structure haute du complémentaire, on a ces 3 ou 4 groupes. Le premier groupe correspondant à un arbre très petit, seulement la structure du IP. Le deuxième groupe correspondant à un arbre avec la partie basse de la périphérie gauche, avec la possibilité de former 2 questions, par exemple. Et le troisième groupe qui aura développé un arbre avec et la partie basse et la partie haute de la périphérie, donc qui sera en mesure de produire des structures relatives, par exemple des structures déclaratives subordonnées, etc. etc. Okay. Donc voyons quelques exemples de dissociation ou association entre propriétés. Par exemple, les questions WH et les relatives sont dissociées. Si, oui, j'ai oublié de dire, évidemment, il y a des trous qu'on considère des trous accidentels, donc il y a des blancs, donc ce n'est pas qu'on a un bleu complètement homogène dans ces différentes parties de la structure. Ça, c'est évident, parce qu'il est clair que dans l'enregistrement, aussi long qu'il soit, qu'on a fait, l'enfant n'est pas tenu, n'a pas nécessairement envie d'utiliser toutes les structures qu'il connaît, évidemment. Donc il y a des trous qu'on considère des trous accidentels. Néanmoins, il y a une manifestation très claire d'un pattern, d'une structure qui se manifeste dans ces configurations. Donc je disais, il y a une dissociation très claire entre les questions et les relatives. Les relatives sont acquises plus tard, et ceci en relation avec la géométrie de l'arbre. Je vous rappelle que dans l'arbre
oui, bon, on peut, regardons simplement l'arbre. Les relatives exigent cette position, tandis que les questions, sauf les questions avec pourquoi, se contentent de cette position plus basse. Donc la géométrie de l'arbre permet de rendre compte de cette dissociation. Puis, là, c'est une véritable question qu'on s'est posée comme question empirique. Quelle est la position de l'opérateur oui-non? C'est-à-dire, combien de structures faut-il pour avoir une question oui-non? A priori, on aurait pu s'attendre à ce que les questions oui-non soient déjà présentes avec le tout petit arbre du premier stage, parce que en hébreu, une option qu'on a aussi en français dans d'autres langues romanes, on peut aussi avoir des questions oui-non sans aucune utilisation de la périphérie gauche, simplement en utilisant l'intonation. Donc il est parti, question oui-non, ou simplement on a utilisé l'intonation. Donc théoriquement, on aurait pu avoir des questions oui-non déjà dans le premier stage, ou bien les questions oui-non auraient pu se comporter comme les questions WH, donc les avoir au deuxième stage, ou bien les questions oui-non auraient pu fonctionner comme les questions avec pourquoi, et donc exiger le troisième stage. Donc on s'est posé la question empirique, à quel point on voit apparaître les questions oui-non, et la réponse est très claire. Les questions oui-non sont dans le deuxième stage. Ici, à gauche, vous avez les questions WH, à droite, vous avez les questions oui-non. Très clairement, les questions oui-non se manifestent dès que les questions WH se manifestent. Donc, pas dans le premier groupe d'enfants, il n'y a rien ici, mais dans le deuxième groupe d'enfants. Donc, ça, c'est une observation empirique pertinente. Et ensuite, il faudra une analyse linguistique précise pour indiquer quelle est la position utilisée par l'opérateur oui-non, mais déjà on a une indication empirique très claire de ce type d'études. D'autres propriétés qui vont en commun, c'est les clauses relatives et les clauses déclaratives subordonnées qui vont ensemble, ce qui à première vue pourrait être surprenant parce que les relatives exigent un mouvement, n'est-ce pas, un mouvement du pronom relatif, tandis qu'une structure déclarative subordonnée, comme par exemple « je pense que Marie viendra », n'exige pas de mouvement. Néanmoins, on voit bien que les deux types de configuration se manifestent en même temps et se manifestent uniquement dans le troisième stade. Pourquoi? Ben, vraisemblablement parce que et les relatives et les déclaratives subordonnées exigent de projeter la structure jusqu'à force P, donc jusqu'au bout de la configuration subordonnée, pour avoir l'opérateur relatif casé ici, donc à proximité de la tête de la relative, et pour exprimer la propriété à laquelle le sélecteur plus haut est sensible dans les cas des déclaratives subordonnées. Donc, on s'attend à voir cette manifestation. L'antéposition de l'adverbe est plus précoce que la topicalisation. Là aussi, si l'antéposition de l'adverbe cible une partie dans ce stage qui est déjà dans la zone basse du système complémentaire, on s'attend à la voir avant que la topicalisation qui implique nécessairement la partie haute. Et puis, dissociation entre éléments WH comme qui, où, quand, etc. Et pourquoi, là aussi, la géométrie de l'arbre donne une explication directe des éléments comme qui, où, quand cible la position focale, donc ici, dans le stage 2, tandis que pourquoi exige une position plus haute. Et donc, à partir simplement de la géométrie à laquelle on est arrivé sur la base de l'étude de la grammaire adulte, on arrive à comprendre
en quelque mesure l'organisation. Donc l'architecture de l'arbre permet de donner une réponse à toutes ces questions. L'étude longitudinale donne des effets comparables. Donc on trouve, quand on enregistre un enfant à distance de 2 semaines, par exemple, on trouve, ici il n'y a que 2 cas mentionnés, une phase où il n'y a que la structure sujet-prédicat, une phase où il y a la structure qui inclut aussi WH, les interrogatives, et une phase où on a aussi des questions avec pourquoi, les relatives, etc., etc. Donc on trouve ces 3 stages aussi dans le même enfant au niveau d'études longitudinales. On a regardé d'autres langues, bien sûr. On a regardé, par exemple, ça c'est une autre manière de représentation, ce qui se passait en italien, toujours en regardant une série de corpus organisés longitudinalement, donc de plusieurs enfants qui ont été enregistrés régulièrement. Et ce qu'on a constaté dans cette étude est que dans tous les cas, des questions WH qui concernent des éléments comme qui, comme où, etc., sont les premières formes qui se manifestent. Donc le petit indicateur gris est le premier qui se manifeste. Ici, vous avez l'âge, 15 mois, 20 mois, 25 mois, etc. Et tandis que qui introduit et les relatives et les structures subordonnées, les phrases subordonnées, et pourquoi, qui introduit les questions avec pourquoi, se manifeste plus tardivement et parfois avec pourquoi qui précède que, parfois avec que qui précède pourquoi. Donc, ce qui tombe bien avec l'idée, disons, c'est attendu, avec l'idée que l'acquisition de questions avec pourquoi et des déclaratives et relatives introduites par que appartiennent à la même période, à la même phase. Voilà, je voudrais terminer en mentionnant des questions qui restent ouvertes. Il y a énormément de questions qui restent ouvertes, bien sûr. Donc c'est une analyse qui a été proposée récemment et qui ouvre toutes sortes de problèmes, de questions ultérieures. Donc on va terminer, non pas avec des réponses, mais avec des questions pour le futur. D'abord, on voit que les zones qui définissent de manière empiriquement correcte les stades ont une sorte de taille intermédiaire. Donc ce n'est pas une simple projection, mais c'est une zone un peu plus riche qui contient plusieurs choses. Par exemple, les éléments WH, donc la position focale, la position de déplacement des adverbes, l'opérateur oui-non pour la zone intermédiaire, et en haut, la position de pourquoi, la position utilisée par les pronoms relatifs, la position des topiques. Donc, c'est des zones qui ne correspondent pas à une simple projection X-bar. Donc, la question qui se pose est comment on définit les zones. Et là, pour le moment, on est arrivé à une définition empirique. On a observé qu'il y a certaines choses qui vont ensemble dans certaines zones de l'arbre, mais pourquoi on délimite les zones de cette manière, c'est une question qui reste ouverte. Il est possible que, par exemple, un raffinement de la théorie des phases, dont on n'a pas parlé, pourrait être utile à ce sujet. Peut-être il y a certaines propriétés d'interface qui déterminent le fait que certaines zones constituent des blocs uniformes dans une certaine mesure. Mais ça, c'est une question théorique très importante qui reste à discuter. Deuxièmement, la structure du IP, bien sûr, se prête à une analyse cartographique aussi détaillée, ou même beaucoup plus détaillée
que la périphérie gauche. Donc on pourrait se poser la même question. Est-ce que pour la structure de la phrase, on trouve des phases distinctes? Par exemple, il faudrait mieux analyser ce groupe 0, pour ainsi dire, où l'enfant ne produit même pas de structure sujet-prédicat. Qu'est-ce qu'il produit? Probablement, il produit principalement des structures de type verbe-objet, hein, donc en omettant la configuration du sujet. Donc c'est vraisemblablement la phase des deux mots. Quelles sont les propriétés de la phase de deux mots par rapport au système qu'on est en train de décrire? Si on prend l'organisation de la structure due à cinque, on sait que typiquement les têtes aspectuelles sont plus basses que les têtes temporelles. Donc est-ce qu'il y a une phase, par exemple, où les propriétés aspectuelles sont acquises et les propriétés temporelles ne sont pas encore là, par exemple? C'est quelque chose qu'on pourrait s'attendre, étant donné la géométrie de l'arbre et le fait que systématiquement temps est plus haut qu'aspect. Et on pourrait répéter le même type de considération pour d'autres propriétés du système flexionnel, comme par exemple les propriétés modales, les propriétés de modalité, et ainsi de suite. Donc là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'on peut étendre cette analyse de la structure de la phrase à la structure de syntagme? Par exemple, on sait qu'il y a une phase qui est caractérisée par l'omission des déterminants, où l'enfant ne dit pas la voiture, mais simplement voiture, par exemple. Alors, est-ce que cette phase d'omission d'une partie fonctionnelle de la structure est quelque chose qui peut être ramené de nouveau à la géométrie de l'arbre? Il y a une hypothèse comme la croissance des arbres telle qu'on l'a formulée, question ouverte. Il s'agit de voir quelle est la validité de cette manière de voir les choses à travers les langues. On a commencé avec cette étude sur l'acquisition de l'hébreu. On a vu des résultats sur l'italien qui vont dans la même direction. Il y a des résultats sur le tchèque, sur le russe, sur l'anglais, sur le portugais brésilien. Mais bien sûr, il faut enrichir les données comparatives et tester l'hypothèse sur un nombre de langues aussi grand que possible. Puis il y a la question des normes portées du rapport entre la production et la compréhension. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vu est fondé sur la production. On a enregistré des productions, on a vu qu'il y a une certaine organisation structurale précise du système qui respecte la géométrie de l'arbre. Mais qu'est-ce qui se passe en compréhension? Est-ce qu'on trouve un parallèle complet entre production et compréhension, ou bien il y a des asymétries entre les deux systèmes? Il y a cette idée qui est très répandue et probablement en quelque mesure correcte que la compréhension est plus avancée par rapport à la production, n'est-ce pas? Et donc, si c'est le cas, comment caractériser ce décalage, s'il y a un décalage? Mais il faut encore, avant d'aborder la question de comment traiter le décalage, il faut voir s'il y a un décalage, voir si empiriquement, effectivement, les choses sont ainsi. OK. Alors je vais conclure rapidement. Donc nous avons beaucoup parlé d'études cartographiques. Là, il y a déjà une masse critique solide de données. On a travaillé à ces systèmes pendant 2 décennies ou même plus. Il y a un cadre bien articulé, des configurations possibles à travers les langues, mais il ne faut pas oublier ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire on a analysé pour les études cartographiques et plus en général pour les études linguistiques qu'un fragment extrêmement limité des langues parlées actuellement. Donc il y a un problème descriptif et de vérification empirique énorme qui reste à faire. Pour l'étude de l'acquisition, on vient de commencer fondamentalement. L'article que j'ai présenté a été publié il y a 2 ans, et 3 ans plutôt, et donc on est encore dans la phase où on se pose des questions basiques sur l'articulation et sur la séquence temporelle du processus d'articulation. Donc on est vraiment au début de ce genre de
d'activité. Il faut vraiment formuler les questions de base et comprendre encore les mécanismes de base. Il y a des lignes prometteuses, mais il y a énormément de travail à faire. En réalité, et sur la cartographie adulte et sur son acquisition, il y a énormément de questions qui restent à explorer. Nous n'avons considéré que quelques-unes dans ces présentations. Et parfois, vraiment, il s'agit encore de formuler de manière scientifiquement intéressante les questions, même avant d'arriver à donner une réponse. Donc il y a des trous énormes dans notre savoir, mais ce n'est pas une bonne raison pour être découragé. Bien, au contraire, je pense que c'est un très bon signe pour la vitalité du secteur et pour ses perspectives futures. Et sur ces considérations, je vais terminer ce cours et je vous remercie de votre attention.